Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Bonjour, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. La campagne de vaccination au Maroc a officiellement débuté la semaine dernière à travers le Royaume. Le dernier chiffre communiqué ce lundi est de 126 000. 126 000 personnes ont été vaccinées à ce jour. C'est le chiffre depuis hier soir. Ce week-end, le ministre de la Santé a visité plusieurs centres de santé dans la région de Rabat, Salé, Knitra, et ce, dans le cadre de la campagne nationale de vaccination Covid-19. Comment se déroule la campagne dans les différentes régions? Qu'en est-il pour le milieu rural, les zones reculées? Comment répondre aux populations les plus vulnérables, inquiètes de l'accès au vaccin, les personnes atteintes de maladies chroniques qui craignent des effets secondaires? Comment convaincre les personnes encore réticentes? Avec nous aujourd'hui, le professeur Kamel Merhoum El-Filali. Il est chef du service des maladies infectieuses au CHU Ibn Roch de Casablanca et membre du comité de veille Covid-19. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie parce que je sais que votre emploi du temps est des plus chargés. Nous sommes en direct, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, à travers nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter, poser vos questions. Nous tenterons bien évidemment d'y répondre. Professeur, est-ce que vous avez été vacciné, vous? Écoutez, je vous dirais que oui, j'étais anxieux parce que j'étais dans l'attente de ce vaccin, comme tout le monde, et surtout comme la plupart des soignants, parce que nous avons quand même un besoin important de nous protéger. Et je vous dirais que ma crainte, c'était que le vaccin soit arrivé et que je fasse la Covid-19 entre-temps et que je sois obligé d'attendre peut-être un mois, peut-être plus, avant d'être vacciné. Donc, grâce à Dieu, c'est réalisé. Je suis vacciné. J'ai pris ma première dose. J'espère pouvoir recevoir ma deuxième dose pour être parfaitement Combien protégé. de temps entre la première et la deuxième? Ça dépend de quel vaccin. On a au Maroc deux vaccins, comme vous savez. AstraZeneca et Sinopharm. Exactement. Alors, Sinopharm, c'est 3 semaines. Pour AstraZeneca, ça va être 4 semaines entre les deux doses. Alors, est-ce que depuis vendredi, depuis le jour où vous avez été vacciné, vous ressentez des effets secondaires? Écoutez, aucun effet. Rien du tout. Aucun effet, absolument rien. Vous nous le diriez sinon? Bien sûr, pourquoi je vais cacher ça? Je ne sais pas, parce façon, qu'on se pose tellement de questions, vous savez, professeur, que vous ne ressentez rien. Vous n'avez pas eu de fièvre? Du tout. Rien du tout. J'ai continué à vaquer à mes affaires habituelles. Bien sûr, c'était le week-end. Et ça m'a permis de me reposer un peu, mais en fait, je ne me suis pratiquement pas reposé durant ce week-end. Donc j'ai conduit, j'ai fait plusieurs dizaines de kilomètres en voiture, j'ai fait pas mal de travaux à la maison, donc on peut vaquer à ses affaires sans problème en ayant été vacciné. Alors, professeur, nous vous recevons aujourd'hui parce que vous suivez de près cette campagne de vaccination. Vous êtes au front tous les jours. Qui plus est, vous êtes l'un des investigateurs principaux sur Casablanca des essais cliniques que vous avez supervisés. Donc, en fait, ce vaccin, vous le connaissez bien? Écoutez, j'ai été vacciné avec un vaccin que j'avais déjà utilisé chez des volontaires. Voilà. Pour les essais cliniques. Pour les essais cliniques, effectivement. Ça m'a permis d'utiliser quelque chose que je connaissais déjà. Je pense qu'au Maroc, nous avons eu la chance de mener cet essai clinique qui nous a permis de connaître ces vaccins avant même de les utiliser à large échelle. C'est très important parce qu'on a une certitude par rapport aux effets indésirables sur un certain nombre d'individus. Bien sûr, ce n'est pas un effectif très important d'individus, mais ça nous donne déjà une idée. Il est clair que s'il y a de gros problèmes, ils peuvent apparaître et donc on peut s'en rendre compte assez vite. Vous parlez là de Sinopharm en particulier. Bien sûr. Est-ce que vous savez de combien de doses nous disposons aujourd'hui de Sinopharm au Maroc? Je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense qu'on doit être autour de 500 000, 500 000 doses. Voilà, 500 000 doses. Tout à fait. Alors que pour AstraZeneca, c'était bien
bien annoncé comme étant 2 millions, de je doses. crois, 2 millions Voilà. de doses. Est-ce que c'est une question qui revient très très souvent, et puis on est là pour répondre justement à tous nos auditeurs, est-ce que quelqu'un qui va se faire vacciner peut choisir son vaccin entre AstraZeneca et Sinopharm? Est-ce que si je me fais vacciner, je peux dire « Ah, je veux pas celui-là, je veux celui-là » ? Écoutez, on est actuellement dans une course pour les vaccins. Vous voyez ce qui se passe au niveau international. À mon sens, il ne faut pas faire la fine bouche. Ce sont des vaccins qui se valent. Il faut prendre ce qui existe. Alors, pour éviter tout problème de choix au moment de la vaccination, le ministère de la Santé a mis en place les mêmes vaccins au niveau, un seul type de vaccin dans un site de vaccination donné. Voilà. Comme ça, ce site, il n'a que du Sinopharm ou ce site, il n'a que de l'AstraZeneca et on n'en parle plus. Tout le monde reçoit au niveau de ce site la même chose. Non seulement pour mieux gérer, mais également pour qu'il n'y ait pas de perte de temps. Parce que si on attendait que la personne nous dise ce qu'elle je veut, veux ça et pas ça, ouais. Et puis au dernier moment de changer d'avis, etc., écoutez, on doit quand même vacciner 25 millions de personnes dans un laps de temps qui est très court. Très court. On va y arriver, à votre avis ? Tel que c'est parti... Vous êtes confiant ? Je suis confiant. Tel que c'est parti, sur 2 jours, il y a un nombre quand même impressionnant de personnes qui a été vaccinées, dans une organisation qui est parfaite. Je suis confiant. Alors pour toutes les personnes toujours encore réticentes, certaines qui ont changé d'avis entre-temps, la campagne a été lancée sur un signe des plus forts, la première dose par Sa Majesté le Roi. Je parle d'image des plus fortes parce qu'elle a été partagée absolument partout. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je crois que ça, c'est extrêmement important. Nous avons la chance. De Sa Majesté qui montre l'exemple. Voilà. Depuis le début, c'est Sa Majesté qui a pris en charge ce dossier de la Covid-19. Depuis le début, les grosses décisions, les décisions les plus importantes ont été prises par Sa Majesté. Voilà. Et je pense que donner l'exemple en utilisant le vaccin anti-Covid, je crois que c'était vraiment l'élément final pour... voyez, au-delà des arguments scientifiques, au-delà de ce qu'on pourrait dire dans une discussion, etc., je crois que Sa Majesté a donné l'exemple le plus fort qui puisse être donné à l'échelle d'un pays. Pour rappel, pour tous nos auditeurs, l'opération de vaccination cible dans un premier temps ceux qui se trouvent en première ligne, en l'occurrence les professionnels de santé comme vous, mais aussi les catégories vulnérables âgées de plus de 75 ans. Pour les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, c'est à partir de quel âge ? Alors, pour les soignants, c'est à partir de 40 ans. Voilà. Mais même à partir de 40 ans, quand on dit comme ça, on commence par les personnes les plus âgées. D'accord ? Il y a une priorisation qui sont prioritaires. Dans la priorisation. Voilà. Donc, les soignants n'ont pas encore été tous vaccinés. On a commencé par les personnes les plus âgées, et puis ça va par ordre décroissant jusqu'à atteindre l'âge de 40 ans. Alors, autre inquiétude des citoyens, dans les grandes villes, on se dit que ça va aller au niveau des centres de santé, des points de santé de vaccination qui ont été mis en place. Qu'en est-il pour le milieu rural, les zones enclavées, difficiles d'accès ? Écoutez, j'ai vu ce qui est prévu par la stratégie nationale de vaccination. À savoir les unités mobiles qui ont commencé à circuler. Il y en a pour tout ce qui est urbain, et il y en a pour le rural, et il y a également des unités mobiles, comme vous avez dit, qui vont aller même dans les zones les plus enclavées pour essayer de rapprocher le service du citoyen. Alors j'aimerais bien avoir votre réaction par rapport à ce qui s'est passé, relayé par l'ensemble de nos confrères. On voit que l'opération est suivie de très près. Oui. Aucun passe-droit, personne ne peut se dire moi je suis au-dessus et je suis un tel ou un tel, puisque 7 personnes ont tenté, notamment dans la région de Taza, une autre personne dans la région de Marrakech, se faire vacciner alors qu'elle ne rentre pas dans le cadre des personnes prioritaires. Comment vous réagissez à ça ? Vous vous dites c'est rassurant ? Écoutez, c'est très rassurant et ça permet de
de garder confiance dans le système de santé de notre pays, dans l'organisation qui a été mise en place. Et je pense que si on voit que tout marche comme prévu, comme ça a été annoncé, et qu'il n'y a pas de passe-droit, les personnes vont pouvoir attendre leur tour. Voilà. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas qu'on montre qu'il y a des passe-droits parce que les gens vont s'inquiéter, vont se dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde et il y en a qui passent avant moi, etc., alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Là, je pense qu'on est rassuré. Il y a eu un problème, il a été détecté et il y aura des conséquences. Voilà. Et je pense que la population va être suffisamment réceptive à ça pour se dire, bon, on m'a dit d'attendre. C'est question d'âge, ben je vais attendre parce que je sais que mon tour viendra. Alors c'est vrai que cette application du ministère de la Santé pour s'inscrire a été saluée par beaucoup parce qu'elle était des plus simples. Il suffit en fait d'envoyer son SMS au 17 17 et de s'inscrire. Et si on n'est pas prioritaire, on vous répond que pas tout de suite, c'est ça? Exactement. J'ai eu l'occasion de l'essayer 2 fois. D'accord. La première fois, c'était pour mon épouse. Elle ne fait pas partie du personnel soignant. Donc, ce n'est pas 40 ans pour elle. Elle devra attendre parce que la population générale, pour l'instant, c'est 75 ans et plus. Donc, elle aura à attendre. Mais on a quand même tenté le SMS du 17-17. La réponse a été immédiate. Tout de suite. Tout de suite. On a rentré le numéro de la carte nationale. La réponse a été immédiate en nous donnant le lieu où aura lieu la vaccination, mais en nous disant que ce n'était pas encore, elle n'aura pas de rendez-vous parce qu'elle n'est pas encore éligible pour l'instant. Voilà. Alors, j'aimerais, professeur, s'il vous plaît, que l'on puisse répondre aux inquiétudes des personnes les plus fragiles, à savoir les personnes atteintes de cancer, les personnes atteintes de maladies chroniques, qui sont soit cardiaques, soit diabétiques, qui sont inquiètes en se disant, qui ont peur en fait des effets secondaires alors qu'ils sont déjà malades. Qu'est-ce que vous pourriez leur répondre? Écoutez, là, je reviendrai à la maladie elle-même, la Covid-19. La Covid-19 est grave chez les personnes en fonction de l'âge. Plus on avance en âge, et plus la Covid-19 risque d'être sévère. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire les autres maladies qu'a la personne. Ça peut être une maladie cardiaque chronique, ça peut être une maladie respiratoire, ça peut être une néoplasie, un cancer, ça peut être une insuffisance rénale chronique, ça peut être un diabète, etc., etc. Eh bien, toutes ces personnes sont vulnérables pour la Covid-19. Autrement dit, ces personnes-là, si jamais elles font la Covid-19, elles risquent de faire une forme sévère. Voilà. Et on sait que la forme sévère, c'est une hospitalisation en unité de soins intensifs au minimum, voire en réanimation, et avec une lourde mortalité. Voilà. Alors, quand vous mettez dans la balance le risque Covid-19 chez ces personnes-là et le risque d'effet indésirable du vaccin, je crois que le choix est vite fait. On ira plutôt vers la vaccination. Alors je rassure ces personnes, le vaccin peut être utilisé et doit même être utilisé chez ces personnes parce qu'elles vont être protégées. Elles feront peut-être quelques effets indésirables dus au vaccin, j'en sais rien, mais ça va être un peu de fièvre, un peu de douleur musculaire, des maux de tête, d'accord, mais pas plus que ça. Voilà. Donc ça va bien se passer et ces personnes vont être protégées. Elles ne vont pas faire la Covid-19. Ou si jamais elles font la Covid-19, elles feront Covid-19 relativement, comme je dis moi en général, gentille, c'est-à-dire bénin. Sans des complications. Voilà, avec des symptômes légers. C'est une personne qui n'aura probablement pas besoin d'hospitalisation. En tout cas, elle n'aura pas besoin d'unité de soins intensifs. Et donc, la mortalité n'existera pas. Voilà. Si vous venez de vous rejoindre, vous suivez Faites entrer l'invité avec nous et qui répond à toutes vos questions, le professeur Kamal Marhoum Al-Filali, chef du service des maladies infectieuses au CHU Ibn Rushd de Casablanca. Il est membre du comité de veille Covid-19. Et à ce titre,
On aimerait bien que vous nous expliquiez les chiffres actuels. On voit des chiffres à la baisse qui ne cessent de baisser. Alors certains nous disent, on nous ment, on ne nous dit pas toute la vérité. Hier, dimanche, seulement 466 nouveaux cas, je crois. Quand on voit par rapport à la France, 19 236 cas hier. Comment vous les expliquez, ces chiffres? Il y a peut-être aussi la fermeture des laboratoires les week-ends? Oui, certainement. Mais même, je veux dire, vendredi, les chiffres étaient quand même très à la baisse. On nous dit toute la vérité ou pas? Écoutez, d'abord, je voudrais revenir sur le fait que je sois dans le comité de veille. En fait, ce n'est pas le comité de veille national. Je suis dans le comité de veille au niveau du CHU Ibn Rushd de Casablanca. Donc, c'est au niveau local. Voilà. Mais je peux vous donner mon interprétation de ces chiffres. Oui. Je crois que ce qu'on observe actuellement, c'est une grande différence entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe au Maroc. C'est un peu ce qu'on a observé au tout début de l'épidémie. Nous n'avons jamais atteint les effectifs de patients qu'ont atteint les pays européens ou les effectifs de décès qu'ont atteint les pays européens durant toute cette période-là. Là, comment l'expliquer? Il y a différentes choses. Mais je crois que le facteur âge, l'âge de notre population, c'est un facteur très important déjà. La population marocaine est une population jeune. Les populations des différents pays d'Europe, c'est des populations relativement vieillissantes. Ça, on le voit très bien sur la pyramide des âges. On voit qu'il y a quand même, les jeunes sont assez rares quand même par rapport aux personnes, disons, âgées. Et la pyramide est souvent un petit peu inversée. Ce n'est plus une pyramide en fait. Alors, chez nous, c'est une véritable pyramide. Les jeunes forment la base de cette pyramide. Je crois que ça, c'est déjà important. Parce que ça veut dire qu'il y aura plus de formes asymptomatiques, parce que les jeunes feront plutôt des formes asymptomatiques, donc ils ne seront pas diagnostiqués. Donc, ils ne vont pas aller se faire dépister, donc ils ne vont pas aller à l'hôpital le plus proche. J'ajouterai aussi une chose, c'est qu'il y a une tendance ces dernières semaines, ce dernier mois, etc. On a tous constaté autour de nous que les personnes ont appris à se prendre en charge elles-mêmes. C'est-à-dire? Il y a tellement d'ordonnances qui circulent, des ordonnances types, que la personne, au lieu d'aller... n'a plus besoin, en fait, vous voulez dire, d'aller se déplacer, de voir un médecin pour avoir le protocole. Exactement. De suivi. Ce qui se passe maintenant, c'est la personne, dès qu'elle a des symptômes, elle pense Covid-19, et parce que le voisin a déjà pris un traitement, ou quelqu'un de la famille a déjà pris un traitement, elle le fait d'elle-même. Je vais prendre le même traitement, donc je ne fais ni le test, ni je vais consulter un médecin. Voilà. Et ça, ça va entraîner certainement un manque au niveau des statistiques de notre pays. Ça, c'est clair, parce qu'ils échappent. Oui. Je dis pas parce que là, pour le coup, on n'a pas les données. Tout à fait. Je ne dis pas que toutes les personnes qui ont fait de la fièvre, c'est des Covid-19, non. Mais en tout cas, parmi ces personnes qui se sont auto-traitées elles-mêmes, eh bien, il y avait très probablement des cas de Covid-19 qui ont échappé aux statistiques. Mais il y a quand même un indicateur, celui-là qui est clair, net et précis, c'est la mortalité. Effectivement. Là, on a une mortalité qui est en baisse régulièrement. Comment vous l'expliquez là? C'est très rassurant. C'est très rassurant. On peut se dire il y a peut-être des personnes qui décèdent à la maison de Covid-19, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc, ce chiffre de mortalité, je pense que c'est lui qui reflète la réalité. Et cette mortalité, on a vu qu'elle a baissé au cours du temps. Et ça, c'est rassurant pour nous, en tout cas pour l'instant, et il faudrait que ça continue comme ça. Comment on l'explique? C'est que il y a effectivement quelque chose qui est en train de se produire au niveau épidémiologique. Vous ne pensez pas que ça peut être, professeur, une véritable prise de conscience? On le voit même en allant sur les marchés aujourd'hui, les Marocains se protègent beaucoup plus. Peut-être pas encore suffisamment tel que vous le souhaiteriez, vous en tant que médecin,
Mais il y a déjà un effort, une prise de conscience? Il y a un effort, d'accord, mais il y a encore Pas suffisant. beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire et pour longtemps encore. Donc il faut vraiment que les gens continuent à utiliser les mesures barrières. Moi, je dirais que c'est ce qu'on peut dire par rapport à la mortalité, c'est elle baisse parce que très probablement les personnes vont aller consulter relativement précocement quand ils commencent à voir des signes d'aggravation. Voilà. Ce qui ne se produisait pas en début d'épidémie. Donc les personnes arrivaient à un stade relativement tardif et avaient besoin de la réanimation assez rapidement. Voilà. Et c'est ce qui expliquait peut-être une mortalité beaucoup plus élevée. Alors, une question qui vous parvient, professeur, puisque nous parlions du vaccin AstraZeneca et Sinopharm, va-t-on avoir d'autres vaccins, et notamment le vaccin russe? Ça, personnellement, je ne peux pas répondre. Mais il est clair que... Vous ne pouvez pas répondre parce que vous ne pouvez pas vous engager au nom du ministère de la Santé ou parce que vous ne savez pas pour le moment? Non, pour le moment, je ne sais pas. Voilà. Le ministère de la C'est une Santé est information que vous peut-être n'avez en pas. train d'explorer. C'est des pistes à explorer, c'est clair. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut aller explorer toutes les pistes possibles. À un moment où on a besoin de vaccins, à un moment où il y a cette pression à l'international sur les vaccins, il faut aller là où existe le vaccin et là où il existe un vaccin qui a été validé. Et de toute façon, après la validation dans le pays d'origine, il y a toujours la validation au niveau du Maroc. Il y a une structure qui va valider toutes les données concernant le vaccin avant d'être utilisé chez nous. Pour les personnes encore réticentes, donc qui ne sont pas malades, on a parlé de celles fragiles, Oui. souffrant de maladies chroniques, Oui. mais pour les personnes encore aujourd'hui réticentes de se faire vacciner en se disant moi j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, c'est hors de question, je ne me ferai pas vacciner parce que je vais bien, je suis en bonne santé, Oui. alhamdoulilah. Ben écoutez, on l'entend souvent ça. Moi, On j'ai pas l'attend besoin tous les de jours, me j'ai envie de vacciner. vous dire. Voilà. J'ai pas besoin de me vacciner. Moi, je fais du sport, je suis bien, je suis en bonne santé, je prends des vitamines et donc j'ai besoin de rien. Voilà, je ne vais pas me vacciner. Je dirais que c'est une erreur. C'est une erreur parce que nous avons constaté qu'il y a quand même des décès parmi les jeunes. Attention, quand on dit que la Covid-19 tue surtout les personnes âgées, ça ne veut pas dire qu'elle ne tue pas les personnes jeunes. Tout est relatif. Nous, quand on parle de mortalité plus importante chez les personnes âgées par rapport aux personnes jeunes, c'est des pourcentages. Donc, quelqu'un qui est au-delà de 75 ans, 80 ans, il peut avoir un pourcentage de mortalité qui est peut-être au-delà de 10 ou de 11 ou de 15%. Le jeune, lui, il aura peut-être un risque de mortalité de 0,6% ou 0,5%. Mais qui me dit que je ne figure pas parmi ces 0,5%? Oui, on a vu des jeunes Voilà. sans antécédents graves être touchés très gravement en fait du Covid. Alors moi, je dirais que les gens qui estiment qu'ils n'ont pas besoin d'être vaccinés sont... Ça vous révolte, ça vous met en colère? Il y a un scientifique français qui a dit moi je ne comprends pas comment on peut dire non à un vaccin contre la mort. Mais il a raison. Il a tout à fait raison. Je crois que c'est bien dit. C'est percutant. Donc je crois que c'est très important. Et de tout temps, en fait, je veux dire, on peut remonter des décennies et décennies. Il y a toujours eu justement les scientifiques mobilisés, les experts de la santé pour lutter contre des maladies graves, des épidémies. On en a connu par le passé. Et le vaccin a sauvé quand même des millions et des millions de vies. Écoutez, là, si on veut voir un peu l'évolution de l'humanité, l'espérance de vie, elle n'a pas arrêté de croître durant, je sais pas, je dirais les 200 ou 300 ans, les 200 ans derniers. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu une amélioration au plan sanitaire. Il y a eu la prise de conscience du fait de l'importance de l'hygiène. Il y a eu la vaccination.
Les vaccins ont sauvé énormément de personnes. Si nous vivons actuellement longtemps sans avoir trop de pathologies qui viendront nous rendre la vie un peu difficile, et il y en a encore malheureusement parce qu'on n'a pas tout réglé, mais on a quand même vaincu la variole qui a disparu. On a vaincu plus ou moins, disons, la diphtérie. On a vaincu les méningites à hémophilus, par exemple, plus ou moins, là aussi, il y en a encore, mais bon, ce n'est plus comme avant. Donc, vous voyez, il y a quand même une avancée extraordinaire grâce au vaccin. Alors, il ne faut pas venir jusque-là et dire non, pour la Covid-19, ça ne marche pas. Non, il faut l'utiliser. Une question qui vous parvient, professeur. Est-ce que ce sera un vaccin que nous devrons faire tous les ans, en fait, un peu comme le vaccin de la grippe? Oui. Est-ce que l'on sait déjà? On ne sait pas. On ne sait pas pour le moment. Pas. Pour le moment, il faut se vacciner pour mettre un terme à cette épidémie. Voilà, si possible. Maintenant, si on n'y arrive pas, peut-être qu'il y aura d'autres choses qu'il va falloir faire. Peut-être que ça va se transformer en maladie saisonnière. Peut-être qu'il faudra changer de vaccin à chaque fois. On ne sait pas. Ça, c'est les grands points d'interrogation pour l'instant. Alors, vous faites partie du comité de veille Covid-19 pour le centre Ibn Rushd de Casablanca. Exact. Comment vous travaillez? Vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? Nous avions eu, dans le fait entrer l'invité, le ministre de la Santé qui nous avait expliqué que c'était un travail continu. Vous vous réunissez souvent, on vous demande sans cesse votre avis. Comment ça se passe? Écoutez, c'est un travail qui a été réalisé surtout au début. Avant même le premier cas au Maroc. Là, avant qu'il n'y ait le premier cas. Oui, et ça c'était une chance, parce que nous avons pu nous organiser, mais en tout cas mettre en place tout ce qu'il fallait pour envisager les différents scénarios pour l'avenir. Voilà. Donc on s'est réunis, on a essayé de voir un petit peu comment on allait travailler. La première des choses, et ça a été une décision extrêmement importante pour le CHU, c'est qu'il a été décidé qu'au CHU, nous ne prendrions que les personnes qui ont besoin de réanimation ou d'unités de soins intensifs sur le Grand Casablanca. On a même dépassé le Grand Casablanca. On a eu parfois des personnes qui venaient même d'ailleurs. Donc, le CHU s'est spécialisé dans la prise en charge des cas les plus graves, laissant les autres qui avaient besoin de prendre le traitement et d'être hospitalisés, isolés, etc., et ils sont pris en charge au niveau des autres hôpitaux, les hôpitaux provinciaux, les hôpitaux régionaux. Et ça, je pense que c'était une décision extrêmement importante parce que ça a permis de se concentrer sur les cas graves et qui demandent le plus, disons, de moyens et d'énergie. Voilà. Ça, c'est un exemple que je vais donner pour vous dire un peu ce comité, qu'est-ce qu'il peut réaliser. Et à partir de là, bien sûr, il va falloir décider comment on Mais vous vous concertez quand même régulièrement, les uns les autres, entre chefs d'unité Je vous dirais que moi, depuis que je me suis occupé de l'essai clinique, et je m'en occupe encore, parce qu'il n'est pas encore terminé. Hein, il n'est pas encore terminé, l'essai clinique? C'est un essai sur un an. D'accord. Il ne suffit pas de vacciner et de dire aux personnes, ça y est, c'est terminé. Vous êtes combien au niveau de ce comité de suivi des essais cliniques? Au niveau pour l'essai clinique, oui. Au niveau de Casablanca, il y a des médecins investigateurs. Dont vous faites partie. Et moi, je suis l'investigateur principal. Voilà, c'est-à-dire c'est moi qui coordonne un petit peu tout ça pour qu'on travaille de la même façon à Rabat, à Casablanca. Donc vous gérez combien de volontaires? Vous suivez combien de volontaires? 200. Pardon. 200 volontaires sur Casablanca, 200 sur Rabat, sur Ibn Sina et 200 sur l'hôpital militaire. Donc 600 en tout sur le Maroc. Comment vont-ils? Est-ce que depuis ces essais cliniques, vous avez remarqué, est-ce qu'il y a eu des effets secondaires importants? Tout le monde va bien? Écoutez, tout le monde va bien. Rien, pas de cas graves, rien du tout. Il
Encore une fois, on parle juste, je précise, de Sinopharm. Hein, Oui, juste puisque Sinopharm c'est dans là l'essai où le clinique. Maroc a participé aux Effectivement. essais cliniques. Non, là, les quelques effets indésirables qu'on a eus, c'est essentiellement de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, quelques personnes qui ont rapporté quelques petites lésions cutanées, des petits problèmes allergiques, mais tout ça, c'est des problèmes passagers. Voilà. Et c'est durant la première semaine pratiquement. Ensuite, on a continué à suivre ces volontaires et on les suit toujours en les appelant une fois par semaine au téléphone. Toutes les semaines, vous les appelez. Une fois par semaine, tout le monde est appelé pour voir la tolérance déjà. Mhm. Est-ce qu'il y a quelques effets indésirables, etc. Mhm. Il n'y a pratiquement rien en termes d'effets secondaires. Mais surtout, nous recherchons les signes de Covid-19. Parce que si quelqu'un nous dit « j'ai de la fièvre, j'éternue, j'ai un mal de gorge, etc. », on le fait venir pour faire un test. C'est le test PCR pour confirmer ou infirmer l'existence de la Covid-19. Et jusqu'à présent, est-ce que des personnes qui ont reçu le vaccin, dans le cadre toujours de ces essais cliniques, ont été contaminées par le Covid? Écoutez, on a eu des personnes qui ont été contaminées, mais à notre niveau, nous ne savons pas s'ils ont reçu le vaccin ou le placebo. Parce que vous savez Oui, ce que c'est vrai, tout à fait, Voilà. vous avez raison, vous avez raison. C'est un essai de phase 3. Et c'est quoi un essai de phase 3? C'est comparer un groupe qui a reçu le vrai vaccin et un groupe qui a reçu le placebo, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble au vaccin, mais en fait, il ne contient pas le vaccin. Eux ne le savent pas. Je ne le sais pas, ils ne le savent pas. Qui le sait? Les Chinois. D'accord. Voilà. Ils sont les seuls à le savoir. Eh bien oui, parce que c'est ce qu'on appelle la randomisation Bien sûr. en double aveugle. Double aveugle. Question, professeur, et ce sera ma dernière question avant le moment confession, puisqu'il y a une tradition dans ce fait entrer l'invité. Je vais vous demander une confession personnelle. Vous êtes au front depuis des mois et j'aimerais que vous nous fassiez une confession. Juste avant ça, une personne qui a eu le Covid doit-elle se faire vacciner? Parce que de nombreux citoyens marocains se posent également la question en se disant « mais moi je l'ai eu ». J'ai peut-être fait. pas besoin de vaccin. Alors, quelquefois, ce sont des personnes bienveillantes en disant je préfère laisser la place à quelqu'un d'autre Oui. qui risque de l'avoir où les effets seront plus importants. Est-ce qu'une personne qui a eu le Covid doit se faire vacciner également? Alors, la réponse est oui. D'accord, pour que ce soit clair. Une personne qui a fait la Covid-19 doit se vacciner. Pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'on a constaté que après la maladie, c'est vrai qu'on développe des anticorps. Les anticorps, c'est la substance qui va nous permettre de nous défendre contre l'agresseur, c'est-à-dire un autre SARS-CoV-2, si jamais je le contacte. Malheureusement, ces anticorps, même s'ils apparaissent à des concentrations relativement élevées, ils ont tendance plutôt à diminuer avec le temps. Voilà. Et cette diminution est plus rapide après la maladie et qu'avec le vaccin. Il semble qu'avec les vaccins, on obtient des taux beaucoup plus importants et qui vont baisser peut-être, parce qu'on ne sait pas encore s'ils vont réellement baisser, ils vont peut-être baisser, mais beaucoup plus lentement, donc il y aura une protection beaucoup plus longue. Alors la recommandation actuellement, c'est une personne qui a fait la Covid doit se vacciner. Entre parenthèses, j'ai parlé d'anticorps. Oui. On peut avoir des taux d'anticorps élevés, mais on peut aussi, après une maladie, avoir des taux d'anticorps relativement Tout à fait. faibles. Ouais. Voilà. Il y a certaines personnes qui, malheureusement, parce qu'ils ont un système Depuis des mois, immunitaire, depuis des mois qui se sentent toujours très faibles, toujours des maux de tête après 3, 4 mois après avoir subi le Covid. peut-être que ces personnes-là n'ont pas développé suffisamment d'anticorps. Donc, il faut les vacciner. Maintenant, il se pose le problème du moment de cette vaccination. Mhm. Alors, imaginons qu'une personne fasse la Covid-19 D'accord. avec des symptômes. Eh bien, il faut attendre minimum 4 semaines après la guérison avant de se vacciner. Voire même attendre jusqu'à 3 mois avant de se faire vacciner dans les cas où la Covid-19 a été sévère. C'est-à-dire les personnes qui ont été hospitalisées en réanimation, ce n'est pas 4 semaines qu'il faut attendre. Il faudra attendre jusqu'à 3 mois pour les vacciner. Par contre, les personnes qui ont fait une
forme tout à fait asymptomatique, c'est-à-dire sans aucun symptôme. C'est-à-dire ils sont partis faire, ils ont été contact d'une personne qui a fait la Covid, ils ont fait le test, il était positif, mais ils ne sentaient absolument rien. On dit que c'est des personnes asymptomatiques. Eh bien, ces personnes-là, on prend comme date la date de réalisation du test de PCR. À partir de là, il faut compter 4 semaines et il faut vacciner. Il faut vacciner. Je vais vous demander, s'il vous plaît, professeur, de vous lever et de vous installer dans le fauteuil qui est jaune juste derrière vous, si vous voulez bien y aller. La caméraman va se déplacer pour être avec vous. Et je vais vous demander de jouer le jeu du moment de la confession. Je le disais, vous êtes au front depuis des mois. J'aimerais avoir votre ressenti peut-être actuellement, peut-être un témoignage, peut-être un vécu difficile, parce qu'on imagine que ça ne doit pas être rose tous les jours. Oui, effectivement. Si je dois vous parler d'une situation réelle, du vécu, moi je préférais vous parler du début de l'épidémie au Maroc. Je vous assure que j'étais effrayé. Et ça, c'est la réalité. Nous avons commencé à recevoir des patients dans un état extrêmement grave. Et nous voyons, quand on faisait les tests, la radiologie, les scanners, etc., on voyait des lésions qui sont impressionnantes. Et bien sûr, parallèlement, il fallait aller nous documenter, parce que c'est une maladie nouvelle, une maladie qu'on ne connaît pas très bien. Donc, nous documenter, faire la bibliographie, apprendre ce qui est publié concernant cette maladie. Et parmi les choses que j'ai eu la chance d'étudier, c'est des études qui ont été réalisées chez l'animal, avec des coronavirus spécifiques de l'animal. Et chez l'animal, bien sûr, on a plus de possibilités pour faire des biopsies. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a des lésions extrêmement importantes au niveau du poumon. Et là, ça m'a vraiment impressionné parce que j'avais l'impression que le poumon était complètement brûlé de l'intérieur. Voilà. Alors, quand je voyais les patients en réanimation dans cette situation de manque d'oxygène, je revoyais l'image du poumon brûlé de l'intérieur, complètement abrasé de l'intérieur. Et ça, je vous assure que ça fait peur. Et aucune personne qui a vu ça n'aimerait que ça lui arrive. Voilà. Vous avez craqué par moment, professeur, durant ces derniers mois? Au début, effectivement. Au début, j'ai craqué. J'ai craqué à la maison. Voilà. Mais bon, je crois que on est devant l'inconnu. On ne sait pas ce qui va arriver. Vous pensez à vous, vous pensez aux amis, vous pensez à la famille, vous pensez à tout le monde. Vous pensez aux sujets âgés. Vous pensez en plus que vous êtes un vecteur possible. Parce que je vais à l'hôpital, je travaille à l'hôpital. Est-ce que ce ne sera pas moi qui vais transporter ce virus vers les personnes vulnérables de ma famille? Donc voilà un peu ce que j'ai vécu. Et je vous assure que c'est effrayant. Bon, heureusement, avec le temps, on a pu mieux connaître cette maladie, mieux la gérer. Et puis, je crois que ça nous a permis, au fur et à mesure qu'on avait des résultats favorables, ça nous a permis quand même d'être plus rassurés et de remonter cette pente, parce que vraiment, au début, c'était extrêmement difficile. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.
13h39. Merci d'avoir répondu et d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à toutes nos questions. Avec nous, le professeur Kamel Merhoum El Filali, chef du service des maladies infectieuses au CHU Ibn Rushd de Casablanca et membre du comité de veille Covid-19. Continuez à poser vos questions puisque nous y revenons régulièrement dans toutes nos émissions. Redouane Ferrouhi dans Kilmalikoum demain matin de 10h à midi. Il reviendra également. Merci de votre écoute, de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. À lundi. Au revoir. Au revoir, professeur. Au revoir et merci.